Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast et pour une nouvelle vidéo sur YouTube également. D'ailleurs, si vous m'écoutez sur le podcast et que vous avez envie de voir ma tête aujourd'hui, vous pouvez donc sur YouTube, un temps pour nous. Et vous me trouvez, les vidéos sortent en même temps sur YouTube que les épisodes de podcast. Et puis à l'inverse, si vous me découvrez également sur YouTube et que vous avez envie de venir écouter parce que c'est parfois plus pratique, vous pouvez basculer sur le podcast. C'est également un temps pour nous. D'ailleurs, je le dis peut-être pas assez souvent, mais si vous voulez me voir sur différents réseaux et voir un petit peu tout ce qu'il y a, parce que un temps pour nous de commence à devenir quelque chose de gigantesque, messieurs, dames. Il y a le podcast, il y a YouTube, il y a tout un tas de réseaux sociaux sur lesquels je suis, il y a les articles de blog, bref, il commence à y avoir pas mal de trucs. Et donc à chaque fois, c'est un temps pour nous partout. Bref, parenthèse terminée. Aujourd'hui, on se parle d'un sujet pas hyper simple. On va se parler de la rupture avec vraiment cette notion de l'après-rupture, comment est-ce qu'effectivement on se reconstruit, comment on se relève, c'est un petit peu ces images-là qu'on va aborder ensemble. Alors déjà l'exercice est un peu compliqué pour moi parce que, en fonction de là où vous en êtes quand vous allez m'écouter. Moi je travaille beaucoup, on n'y pense pas forcément parce qu'on imagine que thérapeute de couple, c'est là que pour sauver les couples, rabibocher les couples à la dérive, mais non, la question de la rupture, elle est également extrêmement présente dans mes accompagnements, que ce soit des couples qui viennent pour être accompagnés à la rupture justement, que ce soit des couples qui venaient pour de la thérapie de couple et pour se rabibocher et qui se rendent compte qu'en fait ils en sont plus là et qui sont en prise de conscience pendant la thérapie de couple qu'en fait ils sont déjà dans un processus de séparation, il y a aussi beaucoup ça. Et j'ai aussi des personnes qui ont bien compris que j'avais aussi cette casquette-là et j'en suis ravie, et qui sont déjà séparés, qui sont déjà dans une... oh, je vais y arriver, dis donc. Qui sont déjà en train de vivre une rupture et qui viennent être accompagnés pour ça. Donc, je ne sais pas très bien où vous en êtes quand vous écoutez ça. Est-ce que vous me parlez d'une rupture qui a 3 semaines ou d'une rupture qui a 3 ans? Et donc, on n'en est pas tous au même point en fonction de là où on en est. Ne nous voilons pas la face. Pour les questions de rupture, il y a une grande part qui est liée au temps. Alors je ne sais pas si vraiment c'est ce que vous avez besoin d'entendre, mais c'est important quand même de le verbaliser. La rupture est un processus de guérison. La rupture, c'est une image que je donne tous les 4 matins, c'est cette image de la blessure. Une rupture est une épreuve, est une blessure, et de la même manière que votre corps a besoin de temps pour se réparer, pour cicatriser, ça marche pareil avec les difficultés émotionnelles, comme les difficultés d'une rupture. C'est-à-dire que si je me blesse, je vais avoir un processus naturel, normal, de cicatrisation. Sauf que mon job, à moi, thérapeute de couple, et à vous, ça va être de créer les meilleures conditions possibles pour que le travail naturel de guérison se mette en place. Et que si je me fais une plaie au bras et que je m'amuse à rouler mon bras sous la terre et que, je sais pas moi, je mets pas de pansement, je désinfecte pas, je vais au-devant de difficultés sur la plaie de mon bras. Voyez ? Et si à l'inverse, je vais voir un médecin, je cicatrise, je mets un pansement, je me fais recoudre, bref, j'organise, je vais créer les conditions favorables pour que le temps fasse son œuvre et cicatrise. Le temps reste une donnée majeure. Et on n'y coupera pas de toute façon. Que je me roule dans la boue ou que je fasse des points de suture, il y a quand même la donnée du temps. C'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir faire l'impasse sur le temps. Je vais créer les conditions favorables qui vont peut-être permettre que ça ne dure pas 10 ans ou que la cicatrice, ça va pas me faire un truc boursouflé, moche, ou voir que ça se s'infecte et qu'on doive me couper le bras. Mais je ne vais pas pouvoir quand même faire l'impasse du temps. Bref, tout ça a été un peu long comme introduction, mais donc mon travail va être de venir créer avec vous les conditions favorables pour pouvoir guérir autant que faire se peut et pour que dans le processus de guérison,
ce soit le plus confortable et le plus agréable pour vous possible. En gros, c'est un peu ça. De la même manière que si j'ai une plaie ouverte, alors on va me donner des médicaments pour que j'ai un peu moins mal, alors on va me mettre en place des pansements et des soins pour que ça guérisse un peu plus vite. Mais je vais quand même pas couper que ça va pas se faire en 2 jours. Donc, la rupture, il y a énormément de choses qui se jouent et je vais vous donner un petit peu 3 grandes étapes selon moi. La première, c'est cette notion de bienveillance. Donc là, je vous en ai mis une couche, hein, avec mon histoire de temps, tout ça. C'est du regard bienveillant sur soi-même. C'est l'idée de ne pas attendre que tout se règle en 15 jours, que c'est normal si ça fait quelque temps et que pourtant je suis encore en souffrance. Oui, 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 tout ça est parfaitement normal. Donc la première étape, c'est de venir changer un petit peu notre regard sur cette notion de séparation. Alors, j'ai beaucoup de choses à en dire là-dessus, hein. Encore une fois, ça dépend où vous en êtes quand vous me regardez. Vous avez, alors je sais pas si vous avez entendu, il y a pas mal de contenus maintenant qui vont nous dire, mais non, une séparation, c'est pas un échec, par exemple, de ne pas le voir comme un échec, qui vont également avoir toute une approche autour de, c'est un chemin de vie différent de ce qu'on avait imaginé, mais qui c'est que j'avais entendu? C'est pas de moi, hein. Mais j'avais entendu quelqu'un qui parlait un petit peu de espèce de comme un arbre en fait, vous voyez, et qu'on avait un espèce de chemin là comme un tronc, et puis finalement on a bifurqué. On n'a pas pris le tronc, on a créé une branche, vous voyez, et qu'en fait la vie était une succession de branches et d'intersections et de changements, etc. Et que à la finale ça faisait un bel arbre plein de changements et d'intersections que j'avais trouvé être une belle image. Vous avez aussi des personnes qui vont parler comme ça d'un changement de route, un changement de cap, et qui, à la fin, va nous permettre, vous voyez, finalement, je sais pas moi, que je vous dis n'importe quoi, j'allais à Strasbourg et puis finalement non, la vie m'emmène à Marseille et puis finalement la vie est belle à Marseille aussi et c'est pas une mauvaise chose que j'aille à Marseille, vous voyez, et où comme ça le changement de voie n'est pas forcément une mauvaise chose, c'est pas un échec en soi si je ne vais pas à Strasbourg puisque du coup la vie m'emmène à Marseille et il y aura plein de belles choses pour moi à Marseille, vous voyez un peu la mécanique. Et donc tout ça, je trouve que c'est un beau discours. Et donc, on entend beaucoup de discours un peu comme ça, sauf qu'il y a plein de personnes à qui ça ne parle absolument pas. Parce que moi, en fait, je voulais aller à Strasbourg. Moi, en fait, ça fait 10 ans que je suis en chemin pour Strasbourg. C'est Strasbourg que je voulais. C'était cet homme-là, cette femme-là, la vie de famille avec cette personne-là. C'était ça que je voulais. Et donc, qu'est-ce que tu viens me raconter, Marseille? J'ai pas envie d'aller à Marseille. C'est pas le plan, c'est pas ce que je veux. Laisse-moi tranquille à me raconter tes histoires d'arbres, vous voyez? Donc, en fonction de là où on en est, ça peut ne pas être complètement un discours où vous pouvez être réceptif, et c'est complètement ok. Pareil, ce discours un peu ambiant de c'est pas un échec, je suis désolée. La notion d'échec, c'est de ne pas obtenir ce qu'on voulait, c'est de ne pas réussir ce qu'on voulait réussir. Donc oui, si ce que vous aviez envie de réussir, c'était une vie de couple avec cette personne-là, fonder une famille avec cette personne-là, mourir avec cette personne-là, et que ce n'est pas le cas, oui, moi j'entends que du coup on peut la voir mauvaise et avoir un goût d'échec et un goût de j'ai pas eu ce que je voulais, ça n'a pas marché comme je voulais et que je le vis plutôt mal. Vous voyez? Donc à un moment, c'est aussi ok d'avoir toutes ces pensées-là, toutes ces idées-là et de ne pas trop vite essayer de rentrer dans un moule, pensée positive, allez, on est reparti, la vie n'est qu'une succession de branches, et puis c'est pas grave si tu n'iras pas à Strasbourg, la vie est belle à Marseille. Parfois, non, on n'y est pas encore. Même si, encore une fois, hein, à la finale, moi je suis plutôt favorable sur ce type de discours, quoique je ne le généralise pas. En fait, c'est plutôt ça. Je l'entends, mais je ne le généralise pas. Vous avez des gens qui, toute leur vie, vont regretter de ne pas avoir été à Strasbourg, qui, toute leur vie, vont avoir des regrets sur une séparation qui n'était peut-être pas une séparation désirée, vous voyez, et où, non, en fait, je vais jamais kiffer le plan B de ma vie et la suite de ce que j'ai eu, en fait. Et je vais rester avec le regret de ce qu'aurait été ma vie si le plan A avait marché comme je voulais. Et c'est ok, vous voyez, c'est douloureux, mais c'est ok aussi. Donc, tout ça pour venir dire qu'on met de la bienveillance, soit effectivement si on est déjà
dans une posture de je vois un peu peut-être les choses positives qu'ont pu m'apporter cette situation, soit on n'y est pas, et dans ces cas-là, eh bien oui, on a de la bienveillance envers soi-même, si on est dans le dur, si on a cette sensation d'échec, si on a l'impression que bah non, on n'est pas en train de se relever, voire on n'a pas envie de se relever, on est tombé, on est en bas, on est au ras du sol, et pour l'instant, on a l'impression qu'on va jamais réussir à se relever. C'est aussi normal et c'est aussi ce par quoi on passe souvent dans le cadre d'une rupture. Donc, ensuite, et c'est pour ça que j'aime bien l'image de se relever. Parce que la deuxième partie, c'est ça. C'est-à-dire que, un petit peu, vous voyez, de j'ai chuté, je suis tombée au sol, voire on m'a poussé, hein, parce que parfois c'est un peu ça. Je me suis fait larguer du jour au lendemain, j'étais là, je sautillais, j'étais contente, j'étais heureuse, et puis tac, on est venu me pousser au sol, et puis je me retrouve allongée au sol, j'ai pas compris ce qui m'était arrivé, je me suis retrouvée à me faire larguer. Et donc, c'est des personnes qui sont couchées, c'est-à-dire qu'on vraiment cette image-là de je ne peux pas me relever, je ne peux pas réfléchir à l'après, je ne peux pas me projeter, voyez. Et donc, effectivement, dans ces moments-là, il y a une première partie autour d'une forme de deuil. Je vais déjà devoir accepter que pour l'instant je suis un peu au sol et je vais devoir également accepter que je suis plus en train de sautiller et que je ne vais plus être en train de sautiller avec cette personne-là. Et ça, ce process-là est déjà un process qui peut prendre du temps. Parce que, eh bien, si je reprends mon exemple, j'espère que ça vous parle, parce que je parle beaucoup en images là aujourd'hui, j'espère que vous me suivez. Ça va être déjà de faire le deuil de l'autre, de cette personne avec qui nous ne sommes plus en relation, et de faire le deuil de la personne que nous étions avec cette personne, avec cet autre. Vous m'avez suivi? Souvent, l'image que j'aime bien donner, c'est l'image un peu comme d'un diamant, vous savez, et où on a comme ça tout un tas de facettes, hein, nous, êtres humains, et où en fait, en fonction des individus avec qui on est en couple, eh bien, ils viennent mettre en lumière certaines de nos facettes. Vous voyez, avec telle personne, j'étais plutôt comme ci, avec telle personne dans une autre relation, j'étais plutôt comme ça. Bref, en fonction d'avec qui on est, ça vient mettre un peu en avant certaines facettes de nous. Et donc, il y a un deuil qui peut être extrêmement douloureux. Si je reprends mon exemple tout à l'heure, je vous disais, j'étais en train de sautiller avec quelqu'un et j'étais très bien, eh bien, je vais devoir faire le deuil. Je vais plus sautiller avec cette personne-là, et donc je ne vais peut-être plus sautiller comme je sautillais avec cette personne-là. Et ça, c'est un deuil qui peut être très cruel, très long. Moi, j'ai également beaucoup de personnes qui viennent me voir parce que, donc des personnes qui subissent la séparation avec un profond sentiment d'une injustice, vous voyez, de quelque chose de pas juste, des gens qui vont vous dire par exemple, ça fait des années que je me bats pour la relation, ça fait des années que je porte à bout le bras le truc, ou ça fait des années que j'accepte des choses qui sont pas terribles pour moi, mais je suis là, j'accepte parce que nous, c'est plus fort, c'est plus grand que ça. Et qui en plus, du coup, à la fin, je me fais larguer et en fait, ça s'arrête. Et donc, il y a vraiment cette amertume et cette notion d'injustice. Bref, toutes ces émotions-là, ça prend énormément de temps à venir descendre d'un étage, à venir s'apaiser, si je reprends mon histoire de guérison, à venir s'apaiser et guérir. Pendant longtemps, c'est à vif. Ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça brûle, et où effectivement, c'est ok, ça fait partie du processus, et où vraiment, et c'est pour ça que je vous invite à vraiment, faites-vous accompagner dans ces moments-là, parce que ça prend du temps, et ça prend souvent plus de temps quand on n'est pas forcément accompagné. Vous voyez, souvent, moi j'aime bien, alors je veux pas faire de grandes généralités, mais je donne parfois une forme de temporalité parce que c'est un peu aidant pour les gens. Souvent, je dis aux personnes, quand on commence un accompagnement, il faut compter 6 mois. 6 mois, alors ça veut pas dire 6 mois, je suis là, je suis le roi du pétrole, ou je suis la reine, pump it up, je suis happy, ça arrive, mais c'est pas forcément la majorité. Encore une fois, hein, je parle vraiment de blessures douloureuses, compliquées, hein, de séparations compliquées. On n'est pas tous obligés de mettre 6 mois à se remettre d'une rupture, heureusement. Mais quand c'est vraiment douloureux, quand c'est vraiment compliqué, au point qu'on se dit que ce serait bien que je consulte, souvent, moi j'aime bien donner cette temporalité-là. Vous allez voir, ça va être compliqué, mais il va falloir
dans 6 mois, vous irez mieux. Vous irez bien mieux qu'aujourd'hui. Et alors, c'est pas je vais en chier pendant 6 mois et dans 6 mois, je verrai la lumière. Ça va aller crescendo de mieux en mieux, hein, comme un escalier. Mais où vraiment, c'est important de se donner cette temporalité-là. Et pour vous donner des exemples, j'ai des personnes où en fait, ils viennent me voir et ça fait des années que la séparation elle a eu lieu. Ça fait des années que la séparation a eu lieu et ils ont l'impression d'être toujours au sol et de pas du tout s'être relevés. Ils vont très mal depuis leur séparation et pour autant, une fois qu'ils sont accompagnés, 6 mois ça va mieux quand même. Donc, il y a vraiment effectivement le fait d'être accompagné, il y a une vraie plus-value quand on est dans une dynamique de séparation. Vraiment, je l'ai observé. Bref. Ensuite, c'est également intéressant, pas tout de suite, encore une fois. Et c'est pour ça aussi peut-être que c'est important d'être accompagné, parce que parfois on essaye d'aller trop vite et on n'est pas toujours les mieux placés pour voir où on en est. Donc, pas trop vite. Pas tout de suite, mais à un moment, oui, ça va être intéressant de commencer à entrer en résilience et à voir qu'est-ce que je vais pouvoir tirer de positif dans cette séparation. Qu'est-ce que cet événement que je ne souhaitais pas, cet événement douloureux, a pu quand même créer quelque chose de positif chez moi. Et donc, c'est des personnes qui vont vous dire, en termes de développement personnel, de me remettre au centre, j'ai pu faire d'autres choix que je ne m'autorisais pas à faire avant, etc., etc., etc. Encore une fois, ça ne vient pas tout de suite, clairement. Au début, on va passer plutôt par de la résignation, puis par de l'acceptation, et enfin, en dernier plan, alors on va pouvoir mettre en place un petit peu de résilience. Donc, ce qu'il faut avoir en tête également, c'est que ces périodes de séparation sont le lieu d'introspection, de développement personnel, de prendre le temps pour soi, de se remettre un petit peu au centre de sa vie, et moi là-dedans, et moi qu'est-ce que je veux, et moi qu'est-ce que j'aime, et moi comment je fonctionne, juste moi individuellement, pas moi en relation, pas moi pour l'autre, moi juste pour moi. Et donc, toute cette période de séparation, ça permet également tout ce travail-là. Donc, je m'arrête là. C'était un peu ça pour moi, les différentes étapes une fois qu'il y a une séparation. Encore une fois, je suis navrée, je le répète, mais pour moi, c'est primordial. Si vous sentez que c'est en souffrance, si vous sentez que ça fait longtemps que vous êtes dessus et que vous n'avez pas l'impression de vous relever, alors ça peut être intéressant de vous faire accompagner pour justement pouvoir vous relever dans un contexte aidant suite à cette séparation. N'hésitez pas, si c'est un sujet qui vous parle, si vous avez besoin qu'on aborde un petit peu plus de choses, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et puis j'en reparlerai dans des prochains épisodes de podcast ou vidéos. À très bientôt.